Donc merci d'être présent, il est dimanche 10h et voilà, c'est super d'avoir un magnifique public pour cette conférence sur Vertigo, merci d'être là. Donc, merci. Je crois qu'il n'y a pas besoin de se représenter, voilà, on est DC Planète, je suis Arnaud, rédac chef, il y a Corentin avec moi, on était censé avoir des artistes mais à mon avis ils ne sont pas encore arrivés donc on va pas trop les déranger. Et du coup aujourd'hui on va vous parler non pas de super-héros mais de Vertigo qui est donc la branche indé de DC Comics parce que bon les super-héros c'est très bien mais nous on aime aussi tout ce qui se fait en dehors de ça. Il faut savoir que Vertigo c'est un imprint qui connaît depuis quelques années de grosses difficultés. Alors dans un premier temps, je pense qu'on peut refaire un bref historique. Le but, c'est pas de rappeler donc, les grandes séries de Vertigo, parce que tout le monde les connaît en gros, il y a des titres qu'on connaît, mais on va quand même faire un petit rappel sur la création, enfin sur l'historique de Vertigo. Donc c'est Corentin qui va prendre la parole pour nous parler de la British Invasion et de ce qui en a découlé. Tout à fait. Alors, il faut se remettre dans le contexte. On arrive avec Alan Moore, qui vient donc d'O Thousand AD, comme tous les grands auteurs anglais. Oui, tout à fait. Qui arrive en fait sur la série Swamp Thing éditée par Karen Berger à l'époque, donc qui va créer Vertigo plus tard, et qui va en fait faire un truc que beaucoup d'auteurs ne se permettaient pas à l'époque, c'est qu'il va réinventer complètement la série à base de retcon. Ça va en fait inspirer Berger qui après va aller en Angleterre pour débaucher des mecs comme Gaiman, comme Milligan, comme Morrison aussi, Ennis et Delano, qui vont tous arriver petit à petit sur des séries d'essais qui sont déjà établies, comme les Hellblazer, les Shade the Changing Man, etc. Donc Doom Patrol, on a aussi quoi, on a du Sandman, ouais. Et à partir de là, en fait, va commencer à se créer une espèce de sigle sur les séries Vertigo, où il y aura écrit Suggested for Mature Readers, qui sera en gros l'avant Vertigo, puisque c'est avec ces séries-là qu'on va créer un nouvel imprint pour les accueillir et dire voilà, ça c'est différent, ça c'est pour un autre type de public que le super-héros classique. Et donc vers 93, sous l'accord avec de Janet Kahn et de Paul Levitt, ils vont créer Vertigo Comics. Et je continue. Non, faut dire que donc il y avait pas mal de séries d'essais qui ont été reprises effectivement sous cet imprint pour marquer la différence et la rupture de ton. Et la première histoire qui est creator owned de chez Vertigo, c'est Enigma, donc par Peter Milligan. Alors Enigma en fait qui avait été au départ déposé par un imprint de Walt Disney, je crois que c'était Touchmark, qui a jamais vu le jour finalement. Et en fait, Berger avait été voir Milligan pour lui proposer de l'éditer. Et donc, c'est la première série en creator owned, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié directement à l'univers DC proper. Donc, il n'est pas un super-héros DC à la base. Donc, Enigma, qui est une mini-série en 8, qui arrive en 93 aussi. Et après, la deuxième sera donc Death, The High Cost of Living, par Neil Gaiman. Et du coup, pour faire un bref rappel, en fait, quand on parle actuellement de Vertigo, on a tous en mémoire des titres qui ont vu le jour dans les années 90-2000. Donc on peut citer notamment, donc on vous a présenté une sélection sur cet écran, donc il y a Preacher, dont on a parlé hier, vous étiez présent. Il y a également DMZ par Brian Wood. On a également Sculpt avec Jason Aaron. Et R.M. Gora. Qui est ta série préférée. L'une de mes séries préférées, facilement. Ouais. Et 100 Bullets par Brian Azzarello et Eduardo Risso. Donc ça c'est un peu ça fait pas bon, il y a aussi Sandman, il y a Fable qui verra le jour. Ça fait partie des titres qui se font vraiment l'aura et un peu le prestige de l'imprint Vertigo. Et on va voir que dans les années plus récentes, il y a encore d'autres titres donc là, qui sont un peu les derniers à avoir vu le jour sous l'ère de Karen Berger. Donc on pense notamment à iZombie de Michael Allred et Chris Robertson. Également donc Sweet Tooth de Jeff Lemire. Voilà. Il y a American Vampire de Scott Snyder et Rafael Albuquerque. Et je vous ai encore mis lequel? Fable? Non, Punk Rock Jesus de Sean Murphy. En solo. Donc ça, c'est encore un peu les titres qui sont sortis et qui arrivent encore à avoir un certain succès chez Vertigo avant que les difficultés ne commencent à apparaître pour l'imprint. Donc là, on passe vraiment donc à la fin des années 2010, donc avec un début du déclin en 2013 qui est amorcé avec le départ de Karen Berger de l'imprint. Donc elle est partie chez Image. Alors elle n'est pas partie chez Image au départ. En fait, Karen Berger, c'était une New-Yorkaise, comme le disait Marty récemment, qui en fait a toujours voulu ouvrir une galerie d'art parce qu'elle est passionnée d'art graphique et notamment de la peinture. Et donc elle voulait en fait prendre sa retraite des comics et ouvrir une galerie pour ses amis artistes qui pourraient exposer. Et après effectivement elle est revenue quelques années plus tard, récemment l'année dernière chez Image Comics pour éditer un vieux projet qui n'avait pas été édité par Vertigo. Et du coup elle est remplacée par Shelley Bond qui travaillait déjà avec Karen Berger depuis avant. Les années 90. Donc alors quel titre on peut mettre quand même sous Shelley Bond encore qu'elle a vraiment chapeauté?
Tu veux dire avant qu'elle prenne le pouvoir? Avant, ouais, après. Là, je t'avoue, je crois qu'elle a travaillé avec Morrison sur pas mal de séries, notamment, je crois, sur les Invisibles, mais j'ai peut-être une bêtise. Elle a été éditrice de la Doom Patrol à un moment donné, ça c'est sûr. C'est notamment ce bon Gerard Way qui en parle dans la postface de Young Animal. Et puis après, voilà, elle a récupéré les pleins pouvoirs ensuite, après avoir gagné de plus en plus de pouvoir, quand Berger commençait déjà à se séparer un peu de l'imprint. Et du coup, à partir de 2013, c'est là que vraiment les difficultés commencent à émerger, puisque, en fait, suite à ce départ, on voit qu'il y a un très grand nombre de titres déjà qui commencent à s'arrêter. Et surtout, Vertigo essaye de faire des relances. Alors, notamment, ce qu'on voulait parler, c'était 3 titres qui avaient été lancés en 2013, par exemple, pour faire, on apporte de la nouveauté. Donc, il y avait notamment Collider, qui est devenu Federal Bureau of Physics, qui est une histoire qui se passe dans un monde où, en fait, il y a un bureau qui est créé pour lutter contre les anomalies de la physique qui a pété complètement un câble. Il y a également Coffin Hill, qui est plutôt une sorte de délire un peu teen gothic, à mi-chemin entre la romance d'ado et puis l'horreur moderne. Et il y avait également Interkind, donc par Yann Jinton, qui était vraiment plutôt une aventure d'heroic fantasy en fait. Et il faut savoir que ces 3 titres en fait ont duré tous même pas 2 ans en fait. Donc c'était déjà à cette époque-là le moment de voir que Vertigo a du mal à vendre ses créations indépendantes. Et si on continue par la suite, Rémi, en fait vous pouvez voir qu'il y a un fonctionnement qui transparaît quand même dans le Vertigo récent. Premièrement, c'est déjà une volonté de ne pas prendre trop de risques parce qu'effectivement, ils n'arrivent pas à vendre leurs ongoing. Donc déjà, ce qu'ils font beaucoup, c'est des mini-séries. Principalement donc en 6 numéros, en 9 numéros, parfois 12. Mais ça va rarement plus loin, ils sont déjà très frileux. Et surtout, comme on vous parlait des séries qui ont fait un peu le prestige de Vertigo, on voit que l'imprint a aussi une certaine tendance à vouloir se reposer dessus. Et ça s'est vu notamment avec le lancement de divers titres comme la mini-série Brother Lono, qui est une suite... un spin-off de 100 Bullets. On a vu ça également avec The Sandman Overture, qui est donc Sandman Overture, Lucifer et Dead Boy Detective, qui sont 3 spin-offs de Sandman. Donc un préquel du Sandman de Neil Gaiman. Donc là, c'était bien parce que c'est Neil Gaiman qui revenait à l'écriture du personnage qu'il avait créé, et avec J.H. Williams III à la partie artistique, qui est un très bon artiste. Donc tu disais, il y a les Dead Boy Detectives, il y a Ever After. T'as plein en fait à chaque fois plein de titres qui sont lancés qui prennent directement racine en fait dans les titres qui ont fait la grandeur de Vertigo, mais pourtant on n'a pas vraiment de relance. Et jusqu'en 2015 en fait on attendait quand même un certain sursaut de la part de l'éditeur, et en fait il va arriver, enfin en tout cas il va tenter d'arriver lorsque Jim Lee et Dan Didio disent on va relancer l'imprint, vous allez voir, ça va être neuf, on va lancer plein de trucs. Et donc il y a un peu plus d'un an, à SDCC 2015, ils annoncent une douzaine de titres pour la fin de l'année 2015. Donc là je vous ai fait une liste. Donc on avait donc Artops avec Michael Red de nouveau et Sean Simon. On avait également donc Clean Room qui est par Gail Simon et John Davison. On a Jacked qui est une mini-série assez intéressante parce que c'est par le créateur de Supernatural. Donc et ça en fait c'est une parodie vraiment de super-héros, mais genre trash un peu à la Garth Ennis. Et on avait toutes les raisons de croire que ça allait être que ça faisait peur parce qu'on se dit que Supernatural c'est quand même pas le même délire avec, que Vertigo. C'est John Higgins. Ouais, avec John Higgins au dessin et des couvertures de Glenn Fabry. Du coup, et en fait, il s'avérait que c'est une mini-série qui est d'ailleurs qu'on vous recommande vraiment de la lecture. Il y a Last Gang in Town qui était par Rob Simon, le mec qui avait fait FBP Collider juste avant. Il y a Lucifer, donc c'est la nouvelle série qui s'inspire directement du personnage de l'univers de Sandman. Ensuite, on a New Romancer, donc qui est par Peter Milligan, donc un des tenants de la British Invasion. Ouais. Donc on voit aussi qu'ils essayent de refaire venir leurs créateurs. Red Thorn, Slash and Burn, c'est des séries, Survivors Club aussi, donc là qui faisaient plutôt appel à des nouveaux talents, qui donc essayaient vraiment d'injecter quelque chose de neuf, mais dans les 3 cas c'est quand même quelque chose qui tire vers le fantastique, voire l'horreur. Enfin on a The Sheriff of Babylon de Tom King, donc actuel scénariste de Batman, et qui est dessiné par Mitch Gerads. The Twilight Children qui était donc par Darwin Cook. Et l'autre, Hernandez, ouais. Hernandez. Ouais. Et enfin Unfollow qui est donc écrite par Rob Williams, l'actuel scénariste de Suicide Squad, et qui est dessiné par Mac Dowling qui est présent sur le salon. Donc en fait si vous avez mis les colorations en rouge, il faut savoir que sur tous les titres qui ont été lancés donc il y a à peine plus d'un an, ils se sont tous arrêtés sauf les 4 dont je vous parle, sachant que The Sheriff of Babylon a toujours été prévu comme une mini-série. Donc ils ont
réussi à la rallonger donc jusqu'à 12 numéros, mais pour le reste, en fait, c'était soit des mini-séries, soit des ongoing qui se sont arrêtés, et donc qui n'ont pas connu le succès. Il y a même donc, par exemple, Slash and Burn, ça s'est arrêté au bout de 6 numéros. Last Gang in Town, c'était censé être une ongoing. Au bout de 2 mois, ils ont dit, en fait, ce sera une mini-série en 6, donc il y a vraiment un gros problème, et qui va en fait se conclure quelque part en 2016 avec le renvoi de Shelly Bond, simplement parce que du coup, ils vont restructurer l'imprint. Et ils vont dire, Shelly Bond, elle s'en va. Simplement, ouais. Elle renvoie. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a fait un peu scandale, parce que ça fait ressortir de vieilles rancœurs de la part des gens, des personnes, des femmes en fait, qui travaillent chez Vertigo et chez DC plus généralement, en disant c'est pas normal que cette femme soit virée, alors qu'il y a des gens qui soit travaillent moins bien, ou alors qu'ils ont de vraies casseroles et qui restent en place. Et donc ça va poser un problème. Et du coup, maintenant, la question c'est, en 2016, qu'est-ce qui se passe pour Vertigo ? Alors, l'avenir, il est vraiment assez sombre d'un point de vue vraiment de l'éditeur, puisqu'ils ont annoncé effectivement quelques titres, dont là on vous montre les couvertures. Donc, et vous allez voir en fait que ça rejoint un peu ce dont je vous parlais avant par rapport au fait de vouloir s'appuyer sur les valeurs du passé. C'est vraiment un imprint qui vient un peu dans 20 ans en arrière, avec une ongoing qui a été annoncée qui s'appelle Ever After from the Pages of Fable. Donc le titre est explicite, c'est juste on capitalise sur l'univers de Fable, puisque la série s'est arrêtée l'an dernier avec son 50e numéro, et on va essayer de continuer la machine Fable pour les nostalgiques. Et pour le reste, en fait, on a 2 mini-séries qui ont été annoncées. Donc une première qui s'appelle Frostbite, qui sort ce mois-ci, et un deuxième en fait qui s'appelle The Lost Boy, qui est une suite du film d'horreur des années 80. Et donc c'est 2 mini-séries en 6 numéros, donc vous voyez aussi qu'en termes de vision à long terme, il n'y en a pas. Et surtout, ce qui est assez intéressant par contre, c'est de voir que les auteurs de Frostbite et Lost Boys, respectivement, c'est Joshua Williamson et Tim Seeley, qui sont en fait les auteurs respectifs de The Flash et Nightwing dans le DC Rebirth. Oui. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est aussi 2 auteurs qui ont signé des contrats d'exclusivité chez DC Comics. Alors, en fait, on voit une sorte de modus operandi où en fait, DC Comics va sécuriser ses auteurs en leur faisant signer des contrats d'exclusivité, et ça va leur permettre, en plus de faire leur titre DC Comics, d'assurer des séries chez Vertigo. Et enfin, la dernière chose qu'on peut voir pour cette année, c'est la relance en fait d'un nouvel imprint qui s'appelle This is Young Animal. Et donc, vas-y, Corentin, je te laisse un peu parler là-dessus si tu veux détailler un peu ce que ça concerne. Parce qu'on voit les liens qui sont faits avec les débuts de Vertigo dans les années 80. Ouais, donc simplement, en fait, Young Animal, donc c'est un des derniers imprints créés par DC. Ça avait quand même, c'est quand même toujours un événement quand DC crée un imprint. Donc c'est Gerard Way, l'auteur de Umbrella Academy, qui a donc reçu un Eisner pour cette série, si je dis pas de bêtises. Et donc le chanteur de My Chemical Romance, ça, voilà, personne ne fait des erreurs dans la vie. Hein. Qui donc en fait a toujours été un grand fan de Grant Morrison. Grant Morrison est apparu dans un clip de My Chemical Romance d'ailleurs. Il y en a un qui pourra vous confirmer ça plus tard. Qui en fait, lui, a toujours été fan des séries Vertigo dans les années 90, quand il a commencé à travailler chez DC en tant que stagiaire avant de faire de la musique. Et du coup, il a décidé de relancer un petit peu les personnages oubliés. Donc là, vous avez Shade, qui est donc le personnage de Peter Milligan, Shade the Changing Man, qui est devenu Shade the Changing Girl, parce qu'il peut changer de corps à chaque fois qu'il se réincarne. Son super pouvoir, maintenant c'est une nana. Vous avez la Doom Patrol, donc qui a beaucoup été absente du DC Proper récemment, et là qui est revenu avec encore une fois un nouveau roster. Il y en a 2 qui ont été gardés, je crois que c'est Robotman et Danny the Street pour l'instant. Et puis vous avez Keith Carson as a Cybernetic Eye, qui reprend un principe Vertigo très important, c'est que Vertigo a beaucoup repris des personnages disparus ou tombés dans le domaine public, comme Kill Eternity par exemple. Quand Morrison avait repris Kill Eternity pour une mini-série en 3 numéros, qui après est devenue une ongoing d'ailleurs. Ou même Sandman, c'était un vieux personnage qui avait complètement disparu des publications. Et là, ils font pareil avec Keith Carson. Et la dernière, j'arrive pas bien à la voir. C'est Mother Panic. Mother Panic, voilà. Donc Mother Panic, c'est la seule création originale vraiment de cet imprint où ils ne reprennent pas des personnages qui étaient déjà créés avant. Et ça va être simplement en fait une sorte de justicière hardcore dans Gotham City. Donc je pense que c'est un peu le titre bankable facilement. On dit ça se passe dans Gotham City, donc c'est un univers avec les lecteurs seront familiers. Et en même temps, ça va être le premier titre un peu dans le bas-de-verse quelque part qui va être du coup destiné à des lecteurs. Ça va être rated M. Donc quelque part, c'est aussi une volonté du coup de se démarquer vraiment de DC Comics. Mais la question maintenant qu'on se pose, c'est est-ce que du coup le DC's Young Animals, ça va pas être de nouveau, ça va pas être le nouveau Vertigo, et si l'imprint Vertigo est pas en train de mourir à petit feu, voir si on va pas assister donc à son annulation, à l'annulation de son existence dans les prochaines années. Alors donc il y a Rémi qui nous a rejoint, qui fait partie de l'équipe aussi.
Et du coup, ce qu'on vous propose là, c'est qu'on a fait le pitch, et ce qu'on vous propose, c'est juste d'avoir une discussion avec vous, si vous suivez un peu Vertigo, ou par rapport aussi à la situation de l'indé, parce que le problème de Vertigo aussi, c'est qu'en termes d'éditeurs indépendants, ils ont énormément de mal à se mettre sur le marché, parce que y a un éditeur qui s'appelle Image Comics qui est en train de prendre tous les talents et de faire sa hype là-dessus. Alors, est-ce que tu peux nous dire un mot, Rémi ? Ouais, t'as tout dit sur la situation par rapport à Image. Le gros problème actuellement, c'est que on se rend compte aussi que, on l'a dit, ils essaient vraiment de retourner sur leurs valeurs sûres du passé, quoi. Et le problème majeur, c'est que donc on remarque, comme on peut le remarquer au cinéma, c'est aussi que ça vient aussi du public qui fait pas trop confiance à la nouveauté en ce moment. Et la petite branche du public qui veut de la nouveauté, on se rend compte qu'ils vont plutôt chez Image en ce moment, et que Vertigo, forcément, ça n'a pas le lustre du passé. Et, puisque tous les grands auteurs aussi partent chez Image pour faire leur peur, quoi. Il y a une question. Et ouais. Ça, c'est qu'on a oublié de dire, c'est que tous les Jason Aaron, les Brian Azzarello, en fait, il manque que Rick Remender, mais même Ryan Kevogan qui fait Saga aujourd'hui, qui est l'une des très très grosses séries de Image Comics, ils ont commencé chez Vertigo avant. Et même les Alan Moore, les Grant Morrison, tous les stars du passé et du présent ont commencé chez Vertigo à un moment donné. Alors qu'aujourd'hui, quelque part, les grandes séries qu'il y a eu récemment, à part Libermero, il n'y a pas de grandes stars qui sont encore dégagées de tout ça, quoi. Non, puis même, on parle d'Image Comics, il y a aussi des autres imprints qui sont nés. Il y a Aftershock Comics non plus, qui profitent d'une certaine hype, en fait, parce que tous les grands créateurs se bousculent un peu pour aller faire leurs titres là-bas. Alors, juste parce qu'en fait, chez Image Comics, c'est un peu un effet bouchon, puisqu'il y a tellement de gens qui veulent aller faire leur creator round chez cet éditeur qu'au final, les places sont occupées et il n'y a plus de place. Donc, du coup, c'est l'ancien éditeur du Badverse qui. T'as une question Tu veux intervenir ? Ouais, vas-y. Juste par rapport à ce que tu disais pour Image Comics et tout, mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas le même modèle économique que chez Vertigo, en fait. C'est pour ça que c'est moins attractif pour les auteurs. Alors c'est vrai que ça on n'en parle pas forcément. Donc Image Comics c'est du creator owned à 100%, c'est-à-dire qu'à partir de 3 numéros publiés, toutes les recettes qui sont engrangées par les numéros suivants reviennent directement aux auteurs. Et surtout, c'est que la totalité des droits d'adaptation, donc que ce soit en série télé, en film, n'importe quoi, et d'édition, appartiennent à leurs auteurs. Ce qui pousse même certaines personnes en fait à pitcher des séries pour en fait en faire directement des séries télé ou des films. Alors que chez Vertigo, on a un système un peu plus pervers, c'est-à-dire que c'est du creator shared, c'est-à-dire que les droits, si tu veux, les droits de création appartiennent en partie à leurs auteurs, mais tout ce qui dérive, toutes les adaptations, tout ça, par contre, c'est Vertigo qui va gérer ça. Et quelque part, ça entraîne une sorte de blocage, et surtout que les contrats sont beaucoup moins attractifs. Alors, c'est sûr que ça aurait été intéressant d'avoir les auteurs juste pour voir au niveau de leurs contrats s'ils sont vraiment mal payés comme certains pourraient le sous-entendre ou pas. En théorie, ils ont plus de revenus sur les ventes que les artistes en mainstream. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Vertigo, s'ils veulent relancer vraiment une certaine attractivité, et on comprend pas pourquoi ils le font pas, déjà c'est de modifier leurs contrats, parce que c'était Matteo Scalera qui nous avait dit qu'il faisait ça chez Image et pas chez Vertigo, parce qu'il voulait de l'argent forcément, c'est le nerf de la guerre, mais surtout posséder les droits de son adaptation et pas après perdre sa créativité au profit donc d'un imprint qui contrôle tout. Surtout que lorsqu'on voit comment Vertigo gère certaines de ces adaptations, on peut se demander quand même ce qu'ils font. Donc je sais pas si vous avez regardé les séries télé iZombie ou Lucifer. Si vous comparez au matériel d'origine, il y a quand même un certain vice de procédure qui a dû se mettre quelque part dans le processus d'adaptation, mais mais c'est vrai qu'ils ont gardé les titres des séries, histoire que... C'est tout d'ailleurs. Donc ça c'est pour attirer les lecteurs, et pour le reste en fait c'est les lecteurs de iZombie, je veux dire, sur Terre on est 40 000 quoi. Ouais, et encore. Puis, non mais c'est aussi ce qui est assez dramatique maintenant, c'est quand on regarde notamment les chiffres de vente chaque mois. Un titre Vertigo qui fonctionne bien maintenant, c'est de l'ordre du 10 000, 15 000 exemplaires grand max, et des titres des trucs comme He-Man, Musclor et tout, ça se vend plus que du Vertigo, alors que créativement c'est quand même d'un intérêt beaucoup plus limité. Ouais, ou Presse par exemple, il y a mis des séries, mais les comics Mortal Kombat se vendent plus que les titres Vertigo, et je pense qu'il y a quand même peut-être un problème. Enfin, alors tu veux intervenir ? Mortal Kombat, c'est aussi une adaptation d'une licence très très grand public, et on va drainer des gens qui ne lisent peut-être pas de comics.
Bah, Ouais, c'est ça, tu c'est peux limite effectivement logique expliquer. que Mortal Kombat marche Non, mais mieux en alors, fait. à la limite, pour Mortal Kombat, je mets l'exemple, mais pour Musclor. Qui regarde, enfin Musclor, je veux dire, voilà, non mais voilà, on a un type. Il y a un mec bizarre dans la salle, je vois la sécurité, voilà, sortez-moi ce gars. Ouais, non mais voilà, non mais c'est pas Bruno et Bertrand qui génèrent les 20 000 ventes de Musclor chaque mois, tu vois, je sais pas, enfin. Non, mais je pense que c'est juste la licence Hasbro qui pèse. Je crois aussi que le gros problème de Vertigo, c'est une perte identitaire, parce qu'on remarque que dans les années 90, après des années 80 très polissées, très sages, il y avait une envie d'un côté un peu plus edgy, un peu plus mature, avec un plus haut niveau d'écriture. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, les séries, on n'a plus l'impression qu'il y a une ligne éditoriale en fait, qui se suit, et c'est des trucs comme ça séparés. Et, enfin, Ouais, après, par contre, ça, c'est pas tout à fait vrai, parce que, mine de rien, dans les années 90, il y avait effectivement une ligne directrice, et tu vois, même au niveau des couvertures, il y avait un style de couverture Vertigo, tu vois, avec des espèces de collages et tout. Et au niveau du dessin, il y a beaucoup de dessinateurs qui ont, voilà, comme tu dis, un style beaucoup plus edgy, mais après, dès qu'ils ont commencé à passer en creator owned de full stop, tu vois, ça a été vraiment, faites ce que vous voulez, les gars, tu vois, t'as eu du Risso, t'as eu du Why the Last Man avec Pierre Guerra, qui n'a rien à voir en termes de graphisme, tu vois, par exemple, et en termes de thématique. Par non les plus. thèmes, il y avait aussi des choses qui se rapprochaient de la contre-culture en général. Oui. Et ce qu'on retrouve plus, c'est assez sage aujourd'hui. Ce qu'on a Mais c'est que là récemment c'est beaucoup de l'horreur en fait, un peu à la Dark Horse. Et j'ai envie de dire de l'horreur facile, c'est-à-dire alors à part Blood Moon que moi j'ai bien aimé, Wolf Moon que j'ai bien aimé pour le dessin, en général c'est quand même de l'horreur. Vous voyez, Slash and Burn, c'est pas non plus extraordinaire quoi. C'est un thriller tranquillement de NT1 le samedi soir avec des pizzas, voilà quoi. C'est Mais c'est vrai qu'on peut se demander si l'éditeur arrive encore à prendre des risques, parce que moi j'ai un exemple en tête aussi, c'est Peter Milligan, donc, il avait fait une mini-série qui s'appelle The Names, qui est sortie donc, il y a 2 ans. Il faut savoir qu'en 2013, quand ils avaient annoncé Coffin Hill et FBP et Intercan, ils avaient annoncé 2 autres titres. Il y avait une anthologie qui s'appelle The Witching Hour, dont on n'a plus jamais entendu parler, et un autre titre qui devait être fait par Peter Milligan et Leandro Hernandez qui s'appelle The Discipline. Ça avait été présenté comme un thriller érotique, donc on se disait ça allait être violent, ça parlait de sexe, du père de Peter Milligan, en général c'est barré, ça va être bien. Bah, ça n'a jamais été publié par Vertigo. En fait, finalement, Peter Milligan et le même artiste ont fait un autre titre qui s'appelle The Names, qui est un thriller politique relativement barré. Et en fait, The Discipline, ça allait chez Image. Et quand on lit effectivement ce titre, effectivement, c'est très edgy, ça prend des risques. Et ça, d'ailleurs, ça plaît pas beaucoup de lecteurs parce que c'est presque misogyne en fait. Et à croire qu'en fait que Vertigo a flippé en fait de proposer un truc vraiment trop frontal pour ses lecteurs et qui justement ils préfèrent camper sur des positions où l'horreur en fait va être plutôt graphique à la limite parce que ça les dérange moins, mais dès qu'on sort un peu de ce genre de sentier ou alors qu'on touche à des sujets un peu chauds, enfin comme le sexisme ou même juste le sexe au final. Non, mais il y a eu des séries sexy, je parce que même le sexe était relativement abordé quand même par Vertigo ouais, un certain temps, alors que maintenant c'est Virgin, effacé des publications. Il y en avait plein des séries sexuelles à une époque. Mais en plus, c'est vraiment un geste fort que Milligan parte chez Image, tu vois, c'est que Milligan, il a toujours été là. Il a été là avant que Vertigo se crée, il a environ fait une série tous les 2 ou 3 ans. Vous regardez la page Wikipédia de Vertigo, vous avez beaucoup de Peter Milligan. Avec Azzarello, c'est un des très prolifiques, il a fait au moins 10 titres chez Vertigo. Et là, qui part chez Image, et d'ailleurs aussi Image a récupéré la série Prince of Cats, de je ne sais plus quel auteur, qui pareil était un tome 1 publié chez Vertigo, et maintenant ils l'ont récupéré. Ils ont récupéré Karen Berger, ils ont récupéré Milligan. Donc petit à petit, en fait, Image devient le phare de création que Vertigo n'est plus aujourd'hui. Et en fait, maintenant, Vertigo, c'est un peu un Dark Horse bis, qui fait, comme tu dis, des séries un peu sages, mais sans mignola. Non, mais ça, voilà, ça se veut un petit peu. Non, mais c'est ça, même l'esprit de provocation, en fait. Il y a rien qui te secoue vraiment. Il y a des histoires qui peuvent être sympas, mais ça va pas te laisser un souvenir impérissable. Genre, Wolfmoon, c'était pas mal en termes d'horreur, c'était très graphique, très gore. Mais je veux dire, si vous le lisez, 1 an après, vous vous souviendrez plus vraiment de ce que c'était. Tu vois ? Ouais, donc tu disais que il avait une critique par rapport à la série Coffin qui disait que ça se voulait un peu edgy en voulant présenter des personnages effectivement qui étaient un peu décadents, et justement, notamment au niveau drogue, sexe, tout ça. Alors qu'au final, c'est vrai que c'était très orienté teen ado, et c'est vrai que Vertigo, quand il y a marqué pourtant M for Mature, on se dit pas que ça va cibler des adolescents comme lectorat. Mais à ce sujet, je pense qu'en fait, il y a vraiment une espèce de lissage qui se fait au niveau de DC en général. Parce que si tu regardes bien, c'est pareil pour la série Lucifer. Dans les comics, Lucifer est quand même beaucoup plus, tu vois, beaucoup moins, enfin, ouais, tu vois quoi, plus antipathique, plus meurtrier. Il a des schemes un peu sur 5 ans pour que la Terre s'effondre, etc. Alors que dans la série, bon, c'est le diable, mais en vrai, il a juste envie de pousser les gens à s'envoyer en l'air chacun les uns avec les autres.
et il est plutôt cool à l'intérieur, tu vois, c'est un peu un Doctor House. C'est pareil pour iZombie, ils ont enlevé beaucoup du truc de genre dedans pour affiner le propos, tu vois. Je me demande s'il n'y a pas justement l'espèce de recherche, de truc que tu pourrais adapter derrière, tu vois, comme pour The Kitchen, où il y a, à mon avis, Vertigo va devenir une banque de données pour DC pour adapter éventuellement sur les trucs qui sont pas très regardants, comme Image le fait aussi à côté, hein. Mais et du coup, tu fais de moins en moins des BD, tu fais plutôt en plus des projets de cross-média, je pense. Aussi, est-ce que justement c'est pas un reflet de notre époque où tout est plus lisse, tout est politiquement correct aujourd'hui alors que... C'était mieux avant. Non mais les années 90, si. elles sont quand même assez connues pour un parfum de rébellion dans la musique, en général dans la culture. Et aujourd'hui, bon, t'as l'impression que les auteurs qui prennent des risques, ils se font incendier déjà sur Twitter pendant des jours. Et pour une phrase, tout est analysé et ils se font tous incendier pour n'importe quoi en gros. Il y a aussi de ça. Alors cette idée de tout est plus lisse, ça peut nous renvoyer à la discussion qu'on a eue hier avec Glenn Fabry, où justement on voyait qu'avec l'adaptation télé de Preacher, le grand public acceptait quand même l'ultra-violence, l'outrancier. Alors tout le monde ne va pas regarder Preacher, mais c'est à partir du moment où c'est envisageable de passer à la télé ce type de série, vu que c'était plus trash avant dans les comics, je vois pas pourquoi les comics devraient se policier. Je pense pas que c'est de la part du public le problème, mais je pense que c'est de la part des créateurs en amont qui sont un peu... Non, et je suis pas d'accord de dire qu'on vit dans une époque plus à ce niveau-là, parce que si tu veux vraiment rechercher du truc hardcore, tu vas chez Avatar Press ou Dark Horse qui font des trucs vraiment. Après, c'est vrai que c'est des éditeurs qui font 0,1% de part mais non, de mais marché chaque mois. c'est vrai que... Mais les titres existent quand même. Mais c'est vrai que de toute façon, les 3/4 des gens vont pas aller chercher un titre où tu vois des gens qui se mutilent et qui se violent entre eux pendant 100 pages, tu vois. Donc forcément, il y a un public pour tout. Mais chez Image, t'as des trucs qui sont... Enfin, pour moi, de toute façon, t'as quand même une sorte de consensus de dire que Image, c'est le nouveau Vertigo, quelque part. Oui, bien sûr. Mais par rapport au fait des trucs edgy, sexy, etc., moi, en fait, je pense que c'est plutôt, comme tu dis, si tu cherches, tu trouves. Et dans les séries télé, c'est un très bon exemple. Il y a beaucoup de séries télé qui montrent du cul, de la violence, etc. C'est même de plus en plus les meilleures séries télé, en fait. Celles qui osent, tu vois. Enfin, à part Spartacus et toutes ces conneries. Mais si tu regardes bien, en fait, au niveau des conglomérats culturels, et DC fait partie d'un conglomérat, c'est Warner, tu vois, et les films, blockbusters, etc., il y a de moins en moins de cul dedans, il y a de moins en moins d'insultes dedans, il y a de moins en moins de clopes dedans, il y a de moins en moins de trucs dedans. Et dans les comics, c'est pareil, tu vois, nous deux, on avait raison sur un truc, c'est que, tu vois, dans Grayson, elle lui fait un toucher rectal quand il revient de mission, tu vois. L'auteur, Tom King, il s'est pris un bashing incroyable sur Twitter, à base de « mais attendez, vous vous moquez des gens qui se font violer, etc. » Non mais les gars, calmez-vous, toucher rectal, c'est un procédure médicale standard. Je pense que dans la salle, il y en a qui en ont déjà pris un, tu vois. Mais non, mais il s'est pris des accusations d'apologie du viol. Voilà. Hein, donc, et c'est pareil pour la couverture de Manara sur Spider-Woman, etc. Enfin, tous ces machins-là, tu vois. Je pense quand même que quand tu es un truc qui, selon dans l'esprit du grand public, s'adresse aussi aux enfants, tu vois, notamment, il y a aussi ce truc, les super-héros sont pour les enfants, etc. Tendance à lisser ton propos volontairement pour pas te faire engueuler derrière. Et je pense que Vertigo fait ça parce qu'ils appartiennent quand même à DC, donc à Warner et compagnie. Oui, mais parce que Vertigo, c'est quand même justement une ligne qui se veut différente du DC proper. Donc il n'y a pas de raison à ce qu'ils aient envie de lisser leurs propos, de lisser le contenu de leurs histoires sous aucun prétexte. Après, c'est justement les titres qui seront forts et qui auront une vraie personnalité, qui a priori ont une chance un peu de buzzer, d'attirer le plus grand nombre. Donc... Il y a peut-être juste plus d'idées. Hein. Bon, après, c'est quand même que Bodies, c'était un peu trashouille, tu vois. Tu sais, le Cy Spencer, oui, non, espèce de Claude Atlas dégueulasse. C'était bien. Mais après, je pense que juste qu'en fait, il n'y a pas les grands auteurs qu'il y avait à une époque. Tu vois, il y a moins aussi l'effet de scouting de talent. Tu vois, c'est qu'on sort des mecs, on ne sait pas trop d'où ils sortent. Peut-être qu'il faudrait les récupérer des auteurs européens ou japonais ou quoi, leur proposer de faire de la BD américaine. Tu vois, parce que en vrai, actuellement, ils prennent les artistes dont personne ne veut ailleurs. Tu vois, enfin. Ça, je suis pas forcément d'accord. Ils prennent pas des gens ils ont surtout des gens qu'ils ont réussi à recruter et que du coup je te dis ils les sécurisent pour pouvoir assurer quand même des séries à côté, mais j'ai l'impression que c'est un peu une fuite en avant, c'est-à-dire on va continuer à sortir des titres. Je veux dire, on regarde au mois de décembre, Vertigo sort 7 titres dont 3 ongoing et 4 mini-séries, c'est-à-dire qu'il y a que 3 titres qui peuvent perdurer vraiment, donc en fait on s'attend chaque mois parce qu'ils annoncent des nouvelles choses pour cette rentrée, sauf que ça... C'est pas avec une mini-série de toute façon que tu vas attirer des gens, c'est avec des ongoing, avec des trucs qui sont forts, et c'est là qui vont ramener les gens, que des gens viennent et suivent en continuité. Avec une mini-série, les 3/4 des gens, ils vont se dire, au pire, ils prennent le numéro 1 pour l'aspect collector, et après ils font, j'attends le TPB, quoi, c'est dans 7 mois. Oui, vas-y.
Bah oui, justement, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que vous ne pensez pas que Vertigo, vous avez parlé donc des chiffres des sorties mensuelles des fascicules, est-ce que Vertigo devrait peut-être pas tenter de sortir directement que des graphic novels ou des TPB, vu que ça a l'air de bien vendre, que ce soit les anciens et aussi les nouveaux. Donc est-ce que une sorte de salut pourrait pas se trouver par là? Mais il y a un très bon exemple de ce que tu dis, Marty, c'est Dark Knight, A True Batman Story de Paul Dini, qui était publié par Vertigo, et donc une histoire de Batman, effectivement, donc il n'a pas tous les droits dessus, mais de toute façon on s'en fout, maintenant on sait très bien que les droits sont partagés, et qui s'est bien vendu d'ailleurs, il a fait dans le top 10 des ventes TPB, et qui était effectivement, pour moi, justement l'une des meilleures lectures Vertigo de ces dernières années, parce que c'est une vraie série d'auteurs, graphiquement c'est Risso, donc il vient de 100 Bullets, et c'est génial, et en plus ça a l'esprit Vertigo à la race, c'est-à-dire que ça vient d'un personnage d'essai pour faire un truc edgy ou plus profond, plus psychologique. Et bon, après, derrière, malheureusement, il annonce rien parce que même sur la ligne d'essai proper, ils n'arrivent pas à tenir un catalogue de OGN qui soit, enfin, de Origin Graphic Novel qui soit bien, tu vois. On attend encore Flash Earth One, Batman Black and White, etc. Depuis des années, Wonder Woman Earth One, il a mis des années à sortir aussi. Mais parce que c'est des gens qui sont impliqués sur des séries ongoing aussi, en même temps qu'ils doivent faire leur sécurité. Ouais. Le Francis Manapoul, il fait Trinity en ongoing, et il doit faire le Aquaman, et forcément, ça va lui prendre énormément de temps. Mais à ce niveau-là, non, mais je trouvais ça intéressant, mais c'est vrai parce que notamment quand tu fais des mini-séries en 6 numéros, au final c'est exactement ça, c'est un graphic novel de 128 pages. Donc je pense qu'ils essaient quand même juste de gratter des sous sur la vente de singles, parce que malgré tout, il y a je pense surtout dans la culture américaine en tout cas, il y a des gens qui sont habitués à revenir tous les mois pour acheter leur fascicule, qui font la collection, et c'est une culture qu'ils ont vraiment, qui est vraiment ancrée, et que si Vertigo commence à arrêter directement ça, je pense que c'est dangereux aussi. Je pense que ce serait qui tout, mais après c'est une possibilité. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on pourrait dire dans ce cas, faudrait limiter le temps de décalage de sortie entre les singles et les trucs. Mais dans ce cas, c'est serpent qui se mord la queue. Ce que tu dis, dans ce cas, on va encore plus attendre le TPB. Au final, on tire du papier pour rien. Moi, perso, je pense qu'ils auraient plus intérêt à couler Vertigo maintenant et à créer en fait un nouvel imprint qui représente toutes les règles à plat et qui dirait, je sais pas moi, 90-10 en termes de pourcentage pour les auteurs, tu vois, mais sans les 3 premiers numéros, tu vois. Toi, tu pourrais être concurrentiel avec Image Comics et ramener ceux qui, à cause de l'embouteillage chez Image, parce que tous les très grands et tous les trop grands vont chez Image, du coup, toi, quand t'es un jeune auteur qui a des trucs à raconter mais qui n'a pas encore la hype qui va avec, tu peux pas. Simplement, c'est aussi simple que ça. Parce qu'actuellement, Vertigo, ça devient une espèce de vestige dont ils puisent de temps en temps pour ramener de la thune chez CBS ou chez NBC, etc. Et en vrai, ils ont aucun intérêt à poursuivre ça, tu vois. Je veux dire, si c'est juste produire pour produire et ramener, à mon avis, je pense qu'en plus ils perdent plus d'argent qu'ils en gagnent actuellement. Mais je pense qu'il y a quand même encore une image de marque, parce que qu'est-ce qui pousse quand même des auteurs à vouloir faire des choses chez eux, alors qu'effectivement ils pourraient aller soit chez Image, mais même chez n'importe quel autre indépendant au final, parce que à partir du moment où c'est créateur, de toute façon, tu pars du principe que c'est quand même plus intéressant pour toi. Après, ce qui est bien aussi, c'est vrai qu'on le mentionne pas, mais l'avantage chez Vertigo en termes de com, c'est qu'ils gèrent tout aussi. Et notamment en 2013, quand ils avaient annoncé leur titre Intercan et tout ça, ils faisaient des campagnes d'affichage dans aux stations de bus de New York et tout ça. Quand tu es chez Image, si tu n'as pas les moyens de te payer ça, tu le fais pas. Donc quelque part, je pense que tu as quand même le nom Vertigo, comme on dit, ça brille, il y a une certaine aura encore par les titres qu'ils ont publiés. Si, je pense que c'est quand même il y a quelque chose comme ça qui pousse encore les auteurs et les artistes actuels à vouloir avoir leur titre chez Moi, je pense que Young Animal aura plus d'aura l'année prochaine, par exemple, que Vertigo en aura en même moment, tu vois, si ça existe encore. Hein. Genre si on se met dans un an, tu vois, on fait un bond de 1 an, je pense que Young Animal aura plus d'aura que Vertigo d'ici là. Hein. Ça reste encore à voir. Chaque année, ça s'érode, et au bout d'un moment, tu dis, ouais, c'était une légende à une époque, mais aujourd'hui, tu sais où est la qualité, quoi. Mais du coup, ce serait juste dommage de voir partir un éditeur qui a une empreinte historique dans le paysage du comic book américain. Mais après, en fait, il y a un truc qu'on pourrait dire pour être plus englobant, c'est que de manière générale, les grands médias en ce moment ont tendance à trouver leur qualité dans l'indé, tu vois. Genre, tout le monde le dit, le blockbuster américain, il fait comme Vertigo, il se renouvelle pas, il recycle. Les séries télé, c'est quand même les chaînes qui sont plus indépendantes, les chaînes câblées qui font les meilleures séries du marché. Les jeux vidéo, tout le monde dit que pareil, la qualité est plus en indé que dans les AAA qui font quand même beaucoup de redites. Après, moi, je suis pas un expert du jeu vidéo, donc je vais pas forcément juger ça. Et Image, justement, c'est pareil, c'est un peu un phare de création qui est même aujourd'hui beaucoup plus indépendant que Vertigo ne l'a jamais été, parce que Vertigo est quand même parti de héros d'essai au départ. Et même, encore une fois, Dark Knight, c'est un héros d'essai au départ, Batman, tu vois. Donc en définitive, si tu regardes bien, le vrai imprint indé historique, ça a toujours été Image, mais à une époque, ils faisaient une prod poubelle dégueulasse avec des héros à la con, années 90, etc. Et ils ont mis très longtemps, et il a fallu que Kirkman arrive avec Walking Dead pour dire, regardez, moi je me fais de l'argent, venez aussi les gars. Mais c'est pareil, genre Brian Kevogan, il fait un truc qui est en Amy en Price, c'est Private Eye, et il a fait une nouvelle série récemment, où il a un site,
où il poste son comics et les gens donnent ce qu'ils veulent donner, tu vois. Et je pense que l'alternative, elle est là, tu vois, c'est créer de nouveaux moyens, de nouveaux modèles, etc. Même pour Vertigo, tu pourrais trouver de nouvelles formes de contrats qui sont plus avantageuses ou proposer à un mec, quand il arrive, de pitcher à la fois un film, une série et un comics et faire les trois en même temps, tu vois. C'est ce que devait faire Jack d'ailleurs au départ. Non, mais je pense qu'on veut dire que de la même façon qu'au niveau du choix de ses publications, il reste dans le passé, c'est aussi un éditeur qui fonctionne encore dans le passé à ce niveau-là, qui n'arrive pas à suivre le mouvement. Et c'est vrai qu'effectivement, ce dont tu parles, les mecs qui balancent leurs comics gratuitement, avec un système de donner ce que vous voulez, au final, c'est pas du Kickstarter non plus, mais ça marche, ouais, parce que quand les gens aiment, en général, les gens donnent. Du coup, Rémi, un avis là-dessus? Pour revenir sur ce ce que tu disais sur l'aura de Vertigo, je pense justement que je suis pas d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, l'aura de Vertigo, ça va plus dire grand-chose, quoi. Un peu, on est edgy ici, c'est ça. Parce que le problème, c'est que voilà, le public, déjà, je pense pas le jeune public ne connaît pas spécialement l'histoire de Vertigo et bon, ils savent pas ce que ça veut dire, justement, parce qu'on l'a dit, il n'y a plus vraiment de direction éditoriale. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'avoir une série Vertigo? Et ouais, de la part des créateurs, qu'est-ce que ça peut leur apporter? Parce qu'on disait Image, il y a un bouchon, mais Image lance aussi des jeunes comics. Il y a eu une trilogie Roche Limite, Michael Moretti qui n'a pas écrit tant que ça. Il y a eu pas mal de trucs qui sont sortis. Et après, on remarque aussi que chez Dark Horse, parce qu'on peut trop parler, mais Dark Horse, depuis 2-3 ans aussi, ils ont fait leur petite révolution et ils lancent quand même des trucs. On a Jeff Lemire chez Dark Horse. Du coup, il y a ça aussi. Et je pense que Vertigo, c'est vraiment descendu. Je pense qu'il y a peut-être plus. Oui, il y a peut-être plus. Non, attends, pardon, le micro. Est-ce que chez Vertigo, ils n'ont pas l'espoir en fait de faire une adaptation qui marcherait et qui relancerait l'imprint sur le devant de la scène? Parce qu'on sait qu'il y a l'adaptation de Sandman qui est dans les cartons depuis des années, qui bouge pas. Ils ont tenté des trucs à la télé et ils te mettent le logo Vertigo. C'est ce qui s'est passé pour Sandman. Ouais. Le mec qui devait le faire s'est barré, quoi. Ils avaient Neil Gaiman, ils avaient Gordon Levitt et le mec s'est barré à cause sachant que du coup maintenant de la production. Donc, ils ont imposé le scénariste du préquel de The Thing pour scénariser Sandman au cinéma, ce qui est quand même plutôt inquiétant. Mais en fait non, je pense pas que ça marchera comme ça parce que en vérité, tu vois, regarde Lucifer, ça marche en termes d'audience. Tu vois, ça vend. Merde, mais c'est pas fidèle. Et surtout, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le comics Lucifer et ils l'adaptent à l'univers de la série télé, tu vois. Donc en vrai, même si tu faisais ça avec un... Mais t'es gamin, toi. Même s'ils faisaient ça avec Sandman et que ça marchait, tu vois, ils relanceraient encore un spin-off de Sandman qui serait plus proche des films et tu vois, ça ferait pas du bien aux ventes, en fait. Il faudrait juste de nouveaux auteurs, de nouvelles idées et après, éventuellement, des adaptations, tu vois, genre... Chez Image, encore une fois, ils vont adapter le comics de Jeff Lemire avec le gamin robot, là. Descender. Voilà, avec le mec qui a fait Ex Machina. Avec Dustin Nguyen, ouais. Ils vont faire aussi un film... je suis perdu. Une série, avec Rick Remender, la série Black Science. Ils vont faire Deadly Class, tu vois, ils vont faire aussi probablement Saga à l'occasion. Et ça va arriver dans 2-3 ans. Ils vont forcément faire Saga un jour, mec. Un petit space opéra pour détrôner Star Wars, ils vont le faire à force. Ouais, mais le jour où il aura besoin d'argent, tu verras c'est le truc qui se gagne des Eisner tous les ans depuis 5 ans, donc ils vont forcément faire Saga un jour. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont envie, qui sentent la machine Afrique prendre le bout. Après Black Science, moi en série télé, j'y crois pas du tout. Hein. C'est infaisable. Et du coup, non, on peut poursuivre la discussion après. On va juste devoir s'arrêter parce qu'on a des interviews à faire encore.